Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Décortiquons un petit peu ce qu'a été véritablement cette élection présidentielle qui, je vous le rappelle, pour moi est la dernière de la Ve République. Car force est de constater que vu les fractures qu'il y a dans la société et à différents niveaux, cette élection finalement n'est que le résultat, n'est que la conséquence de cette fracture. Aujourd'hui, nous le savons, à 100% dépouillement, confirmation par le ministère de l'Intérieur que Macron a bien récolté 58% des voix contre 42 pour Marine Le Pen. Force est de constater qu'en effet, il y a plusieurs éléments à retenir sur ce résultat. La première, c'est que Macron, en effet, l'emporte, mais avec un résultat beaucoup moindre. Ce qui n'est rien de plus surprenant, si ce n'est que ce résultat est la conséquence de 5 ans d'activité. Mais, et surtout, c'est que ces 58%, eh bien ces 58%, c'est à la fois les 28, allez, disons 30% qu'il avait eu sur le premier tour, qui était un vote macroniste, c'est-à-dire donc bien un tiers de Français qui sont pro-Macron, qui sont des En Marche, qui sont pour sa politique, conscients ou inconscients, peu importe, mais on est clairement devant des Français qui sont nombrilistes, égoïstes, consuméristes, rentiers, de la classe moyenne, aisée, de la classe aisée, bourgeoise, à la fois un petit peu de gauche que de droite, mais qui pour la plus grande partie d'entre eux, et là-dessus j'ajouterai aussi une certaine jeunesse, pas la jeunesse populaire, la jeunesse privilégiée, qui a voté Macron pour faire barrage à Le Pen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas véritablement quelle est la proportion de cet électorat, qui plus est, si on considère qu'il y a bien 30% de gens qui ont voté Macron pour Macron, ça veut dire qu'il y a peut-être bien 20% de gens qui ont voté, non pas pour Macron, mais contre Macron. Et force est de constater que, aujourd'hui, dans les discours, on les entend très peu, ces En Marche, qui prennent conscience qu'en effet, si Macron a été réélu, c'est qu'il l'a été aussi en partie par, encore une fois de plus, cette stratégie du barrage à l'extrême droite. Force est de constater qu'il y a aussi un candidat, et ça je vais y revenir un petit peu plus loin, qui tient sa part de responsabilité aussi par la réélection de Emmanuel Macron. Je veux parler évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Le résultat est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on rembraye pour 5 ans de Macron. Je vous le dis, je vous le répète, c'est la dernière élection de la Ve République, parce que au vu du programme, au vu de ce qui vous attend, au vu de ce qui nous attend, aussi bien à l'échelle française, à l'échelle nationale, qu'à l'échelle internationale, je pense que la République ne tiendra pas 5 ans avec une politique Macron. Alors évidemment, ceux qui croient encore à la démocratie, aujourd'hui s'orientent vers les législatives. Alors je vais vous dire une chose, soyons très clairs entre vous et moi. Tous ceux qui vont vous faire la promotion de faire des alliances pour constituer un groupe d'opposition et obtenir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire barrage à la politique à Macron, bien tous ces gens-là vous mentent. Ils vous mentent hontément. Pourquoi? Premièrement, si vous avez vu le discours de Marine Le Pen lors des résultats, elle l'a bien dit. Il n'y aura pas d'alliance. Il n'y aura pas de consensus. Donc ça veut dire que Marine Le Pen profite de sa position pour adopter une stratégie qui peut être gagnante comme perdante. Gagnante pourquoi? Tout simplement parce que, avec ses 41 ou 42% au second tour, elle se positionne aujourd'hui comme un parti donc incontournable et qui donc se doit d'avoir sa représentation à l'Assemblée nationale. Et de fait, sa stratégie, eh bien, c'est de présenter des députés dans toutes les circonscriptions pour essayer d'obtenir évidemment la majorité
d'un groupe d'opposition étiqueté Rassemblement national. Sauf que le problème, et ça, j'ai l'impression que Marine Le Pen fait une énorme bourde sur ce point, c'est que ces 42%, eh bien, c'est exactement le même problème qu'avec Macron. Quelle est la proportion de gens qui ont voté pour elle, non pas pour ses idées, non pas pour son parti, mais contre Macron? C'est-à-dire que si on reprend le résultat du premier tour, c'est-à-dire 23%, eh bien si vous prenez cet électorat, donc électorat par défaut le péniste, et que vous le comparez au résultat qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur un doublé. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'électorat qui a voté Le Pen au deuxième tour qui n'est pas du Le Peniste. Et vous comprendrez bien que, avec l'élection législative, si en effet tous les partis politiques présentent des listes, eh bien il y a de fortes chances que Marine Le Pen, qui essaye de nous faire croire qu'elle veut obtenir une centaine de sièges à l'Assemblée nationale, oui, elle pourrait les avoir, les centaines de sièges, à condition de faire une union populaire, une union nationale. Excusez-moi du peu, j'ai inversé avec Mélenchon. Une union nationale. Cette même union nationale qui est aujourd'hui promulguée par Marion Maréchal, qui sollicite Marine Le Pen de réfléchir. Et que là, en effet, un parti ou un groupe d'opposition nationale, souverainiste, populaire, car aujourd'hui, force est de constater que quand on voit la proportion d'électorat par âge et par tranche sociale de Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a su attirer un électorat populaire. Et donc, il y a une carte à jouer. Mais la carte à jouer ne peut fonctionner que si, en effet, elle s'allie avec Zemmour, Reconquête, qu'elle s'allie avec Dupont-Aignan, Debout la France, qu'elle trouve aussi un lien avec Philippot, les Patriotes. Ce conglomérat, en effet, eux, ont une chance de s'octroyer un groupe d'opposition parlementaire suffisamment important et représentatif. Mais malheureusement, force est de constater qu'à peine 48 heures après la fin de l'élection présidentielle, on s'oriente plutôt vers les égaux. Et en effet, que ce soit Zemmour ou Marion Maréchal, ils le savent. Ils le savent qu'ils peuvent en effet présenter des candidats, qu'en effet peut-être, ils arriveront peut-être à dégager 4, 5, 6 sièges à l'Assemblée nationale dans une coalition. Sauf que le problème, c'est qu'il est clair que Dupont-Aignan et Philippot qui d'ailleurs a été le premier à tendre la main pour créer cette coalition, pour créer cette alliance, savent que si Le Pen ne joue pas le jeu, il y a de fortes chances qu'il ne possède pas les moyens, qu'il n'acquiert pas les outils pour au moins dégager 1 ou 2 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue parce que le système est ainsi fait que, ne serait-ce que déjà Marine Le Pen, va falloir qu'elle trouve plus de 500 candidats à présenter dans les circonscriptions pour les élections législatives. On est loin du compte. Force est de constater qu'en revanche, en face, Emmanuel Macron va refaire ce qu'il a fait exactement en 2017, c'est-à-dire qu'il va siphonner. Il va siphonner des députés déjà en place, mais sous un autre label, socialiste, UDI, Modem, républicains, alors surtout les républicains. On peut s'attendre que dans les semaines à venir, on se rende compte que des députés socialistes et républicains se décident tout d'un coup. Je rejoins le parti du président, je rejoins les En Marche pour lui donner une majorité à l'élection législative sans laquelle le pays ne serait pas gouvernable. Sans parler évidemment du groupe républicain, qui plus est aujourd'hui
dans sa position de représentative à l'Assemblée nationale, est surreprésenté par rapport aux résultats qu'il a fait au premier tour. Donc les législatives, si vous voulez, va être une sorte de combat de coq. Et dans cette bataille, eh bien, il y en a un, Mélenchon. Sauf que Mélenchon, lui aussi, il est en face d'un dilemme. Si en effet, sa campagne lui a apporté une certaine notoriété, si en effet la situation, du fait d'une évolution non négligeable des mouvements populaires nationaux, beaucoup de gens qui ne voulaient pas ou qui ne se reconnaissaient pas dans des partis d'opposition à Emmanuel Macron que sont le Rassemblement national et Reconquête, eh bien ont porté bénéfice à Mélenchon. Car si Mélenchon a fait 22% au premier tour, c'est pas par uniquement son électorat insoumis, contrairement à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, au premier tour, a fait 28%, il a fait 28% de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Alors que Mélenchon a fait 22% en cumulant son électorat mélenchoniste, mais s'ajoutant à cela un électorat qui a voulu voter contre Macron sans être obligé de voter Marine Le Pen ou Zemmour. En dehors des autres partis que sont le socialiste, les écologistes et les républicains. Je ne vais pas revenir sur leur score du premier tour pour bien comprendre que dans une élection présidentielle, le premier tour donne quand même un paysage de représentation politique nationale. Et qu'aujourd'hui, les socialistes, les écologistes, les républicains ne représentent pour chacun d'eux que 5% de la population. Et pourtant, c'est encore eux qu'on va voir sur les plateaux télé pendant les prochaines semaines jusqu'aux élections législatives, comme étant les fers de lance de la démocratie, de la République. Sauf qu'ils ne représentent que 5%. Là, encore une fois de plus, les médias vont jouer un rôle important pour essayer de vous vendre des partis politiques qui ne représentent plus rien. Pour essayer de donner une contrepartie contre Marine Le Pen, voire Éric Zemmour, malgré ses 7% au premier tour, reste néanmoins un parti politique qui est encore dans la course. Je rappelle, Reconquête 7%. 2% de plus que tous les autres partis traditionnels qui sont d'une manière générale médiatiquement présentés comme des partis bien pensants, les partis représentatifs de la population française, contrairement à Éric Zemmour. Éric Zemmour ne représente pas grand-chose. Sauf que le premier tour a complètement inversé cette affirmation. Maintenant, le problème de Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, il est en face d'un dilemme. C'est que s'il va jouer énormément sur ce résultat de premier tour, en se positionnant comme le troisième homme politique français, il va jouer évidemment de cette ambiguïté, de ne pas savoir combien en réalité il a réellement d'électorat dans ces 22%, et combien il y a de gens qui ont voté pour lui par dépit, par défaut. Ce même électorat qui, si ça se trouve, se retrouve dans les 58% de Macron. Comme quoi, eh bien finalement cette élection, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la dernière élection de la Ve République, parce qu'en réalité toutes les cartes ont été faussées depuis le début. Je vous l'ai déjà expliqué dans les différentes vidéos que j'ai fait depuis un an. On a tergiversé, on a élaboré les scénarios pour au final se retrouver exactement dans la même situation qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire pousser les Français par la peur de l'extrême droite à voter contre nature pour un candidat qui de toute façon va se retourner contre eux. On en a la preuve. Sur les retraites, ça va être le premier dossier qui va être abordé, qui va être traité et qui va être envoyé au forceps au Parlement. Si le Parlement est évidemment à majorité Macronie, ça sera les doigts dans le nez. Et donc, le problème de Mélenchon, c'est que même si aujourd'hui il est courtisé par les socialistes,
par les écologistes, qui veulent évidemment sauver les apparences, en se disant « Mélenchon, sans nous, tu ne récolteras rien. Donc fais un pacte avec nous, fais une alliance avec nous. » Sauf que malheureusement, Mélenchon, il fait exactement la même chose que Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il se repose sur ce premier résultat du premier tour, en disant « Vous autres socialistes et écologistes, vous n'avez fait que à peine 5%. Moi, j'ai fait 22%. Donc pourquoi je pactiserais avec des partis qui ne représentent que 5%? Puisque de toute façon, par défaut, ceux qui ont voté pour vous, s'ils veulent une majorité d'opposition, pourquoi j'accepterais de faire une coalition avec vous quand je sais qu'une partie de votre électorat fera exactement comme au premier tour, c'est-à-dire finira par voter pour moi? Sauf qu'évidemment, dans cette stratégie, il y a un risque. Il y a un risque que malheureusement, la législative, du fait des querelles, du fait de cette stratégie qui va être exactement la même que celle du premier tour, c'est-à-dire créer en fait de multiples partis, avec de multiples égos, avec de multiples ambitions, va finalement pousser les Français à ne pas aller voter aux législatives. Parce que les Français se rendront compte que malgré le coup de bâton, le coup de massue que les Français viennent de recevoir avec Macron réélu pour 5 ans, ils se rendront compte que les beaux mots, que les belles phrases de ces politiciens qui veulent lutter contre Macron, de ces politiciens qui veulent donner une majorité à l'opposition pour obliger Macron à accepter un gouvernement de cohabitation, mais en réalité ils ne font que tout le contraire de ce qu'il faut faire pour avoir cette majorité d'opposition. C'est-à-dire que nous sommes dans les égos qui croient qu'ils vont attirer de l'électorat, qu'ils vont siphonner de l'électorat chez Pierre, chez Paul, chez Jacques, sous ce prétexte de vouloir constituer ou construire un groupe d'opposition au tiers, au quart, dans la représentation nationale. Sauf que le problème, c'est que, on le sait, les Républicains vont s'allier avec la Macronie pour sauver encore plus les apparences, du fait d'un résultat extrêmement médiocre au premier tour. Et donc, pour pouvoir continuer à exister politiquement dans le paysage, eh bien, il faut s'allier avec la majorité présidentielle. Dois-je parler des centristes, qui, eux, de toute façon, pendant 5 ans, on a élu des députés centristes, on se demande pourquoi, parce que même si de temps en temps, ils ont ouvert le bec, ils se sont très vite fait rappeler à l'ordre de fermer leur gueule. Donc, au final, eh bien, je vous le dis, alors que l'élection a lieu au mois de juin, hein, mais je vous le dis, le prochain Parlement, la prochaine Assemblée nationale, sera à l'image de ce qu'a été l'élection présidentielle. C'est-à-dire un pouillage de gueule entre différentes personnalités politiques, dont certaines que vous verrez régulièrement alors qu'elles ne représentent plus rien, pour au final offrir sur un plateau une majorité présidentielle qui sera, et attendez bien ce que je vous dis là, qui sera encore plus importante que ce que Macron avait obtenu en 2017. Du fait, de ces querelles, de ce querelle d'ego, de ces querelles de non-partage, de non-consensus, alors que, je suis désolé, mais Marion Maréchal Le Pen est parfaitement consciente que sans une alliance avec le Rassemblement national, Reconquête n'a aucune chance de décrocher suffisamment de circonscriptions pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Elle le sait. Et de fait, j'ai envie de dire, si Macron obtient en effet cette majorité, et il l'obtiendra de toute façon, rappelez-vous bien ce que je vous dis là, il aura sa majorité à l'Assemblée nationale, eh bien il pourra faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est déjà la retraite. Je rappelle, pousser la retraite à 65 ans. Mais vous verrez que dans 1 an ou 2 ans, il rajoutera une réforme pour s'aligner sur les décrets européens, pour faire une loi qui colle aux décrets européens de l'âge de la retraite à 70 ans. Qu'il fera en sorte de continuer le dépeçage de la fonction publique, la santé,
l'éducation, la justice. Donc, tout ça pour vous dire que la seule issue, c'est évidemment l'insurrection, la révolution. Mais là encore, j'ai envie de dire, imaginez si l'on avait eu ce scénario, que Marine Le Pen est élue présidente de la République. Tout de suite, on aurait vu exactement ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire l'organisation de manifestations contre l'élection présidentielle. Attention, je dis bien contre l'élection présidentielle. C'est-à-dire contre l'élection de candidats qui ne représentent plus les attentes, les inquiétudes, les problèmes des Français, mais qui ne représentent qu'un partisanisme qui, au final, dans certains cas, se retrouve complice du système. Donc Marine Le Pen, si elle avait été élue, on aurait eu des manifestations. Des manifestations, bien évidemment, organisées sous l'argument de faire barrage à l'extrême droite, à la haine, et faire en sorte de faire démissionner Marine Le Pen. Dans cette stratégie, évidemment, les organisations de gauche auraient été au premier plan, et qui plus est, se seraient servi de la jeunesse pour aller dans la rue. Vous envoyez la jeunesse dans la rue, vous faites un peu monter la mayonnaise, vous envoyez des antifas, vous faites tout péter. L'autorité de l'État doit reprendre la situation en main. Donc elle envoie des unités de CRS, de garde mobile, pour rétablir l'ordre. Confrontation. Et on se retrouve dans cette situation des gilets jaunes, où les LB40, les grenades lacrymogènes et les grenades explosives de dispersion vont forcément faire des blessés, voire peut-être des morts. Et là, tout de suite, vous auriez toute la sphère bien pensante qui serait montée vent debout sur les médias pour dire, regardez, voilà la preuve que Marine Le Pen est une fasciste, est une dictateur, elle est en train de faire de la répression sur le peuple français. Eh bien, ce que je viens de vous expliquer là, c'est exactement ce qui va se passer avec Macron. C'est-à-dire que les groupes d'ultra-gauche vont également faire monter la température dans les manifestations contre Macron, qu'il y a un moment donné, il va y avoir une instrumentalisation de la jeunesse, une jeunesse qui s'est exprimée. Alors, une jeunesse qui s'est exprimée, attention, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, c'est la jeunesse bourgeoise, parisienne, qui s'est exprimée. Et donc, de fait, là aussi, si on envoie la jeunesse dans la rue, rappelez-vous toutes les manifestations qu'on a connues pendant ces dizaines d'années, à chaque fois que ce sont les jeunes qui sont allés dans la rue, en règle générale, c'est devenu extrêmement sensible, extrêmement dangereux. Parce qu'évidemment, la police ne peut pas se comporter de la même façon avec des adultes qu'avec des gamins. Or, si derrière vous avez l'ultra-gauche, si derrière vous avez les antifas, fatalement, le contact violent et brutal va forcément se produire. Et il va y avoir forcément des blessés, voire des morts accidentelles. Sauf que pour Macron, pour la Macronie, le coupable, ça ne sera pas l'extrême droite, ça sera l'extrême gauche. Et vous comprendrez bien que si cette situation venait à se produire, si on arrive dans les extrêmes de la violence, de la brutalité, eh bien l'un dans l'autre, si ça avait été Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, voire même, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo avec Éric Zemmour, eh bien si il y a un chaos qui s'installe dans la plupart des grandes villes de France, et plus particulièrement à Paris, ça va donner une légitimité au gouvernement de mettre en place une loi martiale qui sera votée comme on signe un chèque en blanc par le Parlement pour établir l'ordre et la sécurité. Qui dit ordre et sécurité dit que le peuple français
n'aura plus la possibilité de manifester, puisque par définition, pour lutter contre le chaos, on interdira toute forme de manifestation non déclarée, non autorisée. Et vous savez que des manifestations autorisées sont généralement des manifestations qui sont cadrées par les complices du système, par des organisations, par des associations, par les syndicats. Comme ça, on fait respecter l'image de la liberté, de la démocratie, du droit de manifester, mais du droit de manifester cadré. Mais comme manifester cadré, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se rendent compte, et je dirais même que les Gilets jaunes sont la preuve physique de cette prise de conscience que manifester avec l'organisation par des syndicats, par des organisations, par des mouvements, par des officines officielles, eh bien malheureusement c'est une comédie. On donne l'illusion, vous avez le droit de manifester, mais en réalité votre manifestation ne servira à rien. Cause toujours, tu m'intéresses. Et donc, attendez-vous à ce que par des procédés, par ces procédés, qui plus est là-dessus, si vous saupoudrez la conjoncture économique, inflation, l'euro risque de s'effondrer, toutes les ramifications, conséquences, effets dominos que cela va impliquer. Vous ressaupoudrez là-dessus la situation géopolitique plutôt extrêmement délicate avec la Russie, où je rappelle que l'Union européenne, vous êtes aujourd'hui en première ligne. Vous êtes dans la première tranchée, en face du front. Et les Américains, c'est eux qui donnent les ordres, mais ils sont sur les positions arrière. Je précise pour la petite anecdote qu'aux États-Unis, l'ambassade russe est bloquée. Vous comprenez bien que lorsque vous bloquez une ambassade, c'est une agression territoriale. C'est une agression territoriale d'un pays envers un autre. Parce que la guerre en Ukraine, si c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, si les États-Unis d'Amérique bloquent l'ambassade russe, là, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est du direct. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je disais sur les États-Unis, c'est que c'est un grand pays dirigé par des grands adolescents. Et bien là, on en a la preuve. Parce que comme toutes les sanctions qui ont été décidées depuis maintenant plusieurs mois, depuis même 2014, finalement n'ont pas réellement affaibli concrètement la Russie, et que la Russie existe toujours, et que même, à la surprise générale, le rouble reste stable, le rouble ne s'est pas totalement effondré, et surtout, là où Washington aujourd'hui est extrêmement mécontent, c'est de se rendre compte que les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie n'ont pas soulevé le peuple russe. Oui, bien sûr, beaucoup de Russes sont contre cette guerre. Qui est pour la guerre? Bien au contraire, comme beaucoup de Français sont contre cette guerre, sans blâmer systématiquement les Russes. Même si malheureusement, aujourd'hui, on a une russophobie qui a été alimentée, instaurée par les médias, à tel point qu'on a appris récemment qu'une église russe orthodoxe à Paris a été incendiée. Ils ont trouvé les coupables, fort heureusement. On ne décline pas l'identité, ni les raisons et les motivations de ces personnes d'avoir incendié cette église orthodoxe. Et donc, le problème, c'est que si vous saupoudrez tout ça sur la situation actuelle de la République, si l'un d'entre vous n'a pas compris que la République ne tiendra pas 5 ans, que soit nous basculons dans un régime autoritaire, mais alors attention, régime autoritaire qui se planquera derrière des habits de démocratie, voire même profiter de la situation pour adopter des principes, des valeurs et des systèmes européens. Transfert de souveraineté. Regardez, avec l'exemple de ce que Macron vient de décider, la suppression
du corps diplomatique français. Pourquoi supprimer le corps diplomatique français? Tout simplement parce que c'est une façon déguisée de transférer la souveraineté diplomatique de la France vers l'Europe. Vous voyez, c'est toujours une subtilité technocratique, de langage, de sémantique, pour vous dire mais non, c'est juste une réforme, une adaptation à la situation, à la modernité du monde. Oui, en effet, parce qu'il y a l'Europe aussi. Mais nous devons donner plus d'Europe et moins de souveraineté nationale sur le plan diplomatique. Vous vous souvenez quand on avait dit que Washington avait sollicité la France de partager son siège permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. On avait dit au scandale, c'est de la fake news. Non, c'est bien l'intention. Sauf qu'en ce moment, force est de constater que l'Europe, ça se passe plutôt mal. Parce que si on imaginait que les sanctions qui avaient été prises contre la Russie, concernant le pétrole, le charbon, le gaz, certains experts espéraient que ça allait affaiblir et faire s'effondrer la Russie. Sauf que ça ne s'est pas produit. En revanche, si certains pays de l'Union européenne maintiennent les principes qui se sont imposés par Bruxelles, c'est eux par contre qui vont s'effondrer. Donc du coup, on entend que l'Allemagne refuse d'appliquer les sanctions. L'Autriche refuse, la Bulgarie, la Hongrie refusent de se plier aux ordres dictés par Washington sur les sanctions contre la Russie. Comment voulez-vous construire l'Europe quand de toute façon, il est aujourd'hui évident que l'Europe, ce sont 27 pays, mais 27 pays avec des intérêts différents. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, 50 États dans une union fédérale, mais 50 États qui ont gardé une certaine autonomie législative. Et donc du coup, quand vous voyagez d'un État à un autre, eh bien, des fois, il y a des lois qui changent. Vous avez le droit de vous marier quand vous êtes homosexuel en Californie, mais en revanche, si vous bougez en Dakota du Sud, votre mariage n'est pas reconnu, n'est pas légal. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais l'avantage des États-Unis, c'est que ils ont une histoire qui fait que ça consolide un petit peu le système fédéral. Mais l'Union reste relativement fragile. Et il n'est pas inné de dire que si demain les États-Unis finissent par s'effondrer économiquement, eh bien qu'on verrait apparaître des États qui feraient sécession. Même si l'Union, le texte, l'interdit. Eh bien l'Union européenne, c'est pareil. On a fait des tas de textes pour permettre d'intégrer des pays, mais il n'y a absolument aucun texte qui coordonne ou organise la situation où un pays décide de quitter l'Union. On l'a vu avec la Grande-Bretagne. À ceci près que la Grande-Bretagne avait cet avantage de pouvoir quitter l'Union européenne sans trop de dégâts, c'est qu'elle avait sa propre monnaie. Et qui plus est, une monnaie qui fait partie du panier international, la livre sterling. Ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, si la France décide de quitter l'Union européenne, il va falloir qu'elle recrée une monnaie souveraine. Mais pour ses échanges internationaux, pour son commerce extérieur, elle devra payer avec une monnaie du panier monétaire international. Et en l'occurrence, elle choisirait évidemment le dollar. Vous comprenez pourquoi Poutine s'amuse à obliger les pays qui ne sont plus amis, mais dépendants de l'énergie russe, de les obliger à payer en roubles. Tout simplement parce que le rouble n'étant pas une monnaie du panier international, eh bien les pays qui sont obligés, ou qui sont par contrat, redevables de payer des factures à la Russie, vont devoir payer en roubles. Sauf qu'il n'y a pas de roubles disponibles dans ces pays. Vous pouvez payer en dollars, en yuan, en livres sterling, en euros ou en yens, mais pas en roubles.
Voyez un petit peu la tactique? Parce que ça, évidemment, les médias ne vous l'expliquent pas. Donc, pour revenir à la France, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont bien compris qu'on est dans une impasse. Il y a d'autres Français qui sont conscients de cette impasse, mais vivent encore dans le déni. Ils vivent dans le déni parce qu'ils ont encore le bénéfice d'avoir des emplois plutôt bien rémunérés, qui leur permettent d'avoir encore une vie acceptable, ou une vie notable, ou une vie aisée. Et de ce fait, ils sont très loin des problèmes des autres Français, de leurs compatriotes, qui eux sont déjà laminés par 5 ans de Macron. Je rappelle que là, on commence à avoir des entreprises qui font faillite, et dont la proportion et les pourcentages commencent à grossir. Je rappelle que nous avons une multitude de Français qui aujourd'hui n'ont plus le droit de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous avez dit que, vous verrez Macron réélu, ils remettront le pass vaccinal. Eh bien, les paris sont ouverts. À votre avis, quand est-ce que le pass vaccinal va être mis en place? Fin mai, mois de juin, ou peut-être vont-ils attendre la rentrée, histoire d'apaiser un peu les tensions? Octobre, avec l'hiver, l'automne. Le seul problème, c'est que il y a une portion de Français, et ça, je pense qu'il va falloir en prendre conscience, qui en ont tellement gros sur la patate. Ils sont tellement dans la colère, dans la détestation de Macron, mais qui avaient encore une notion de rester dans un processus conciliant par rapport à la démocratie, par rapport à l'élection présidentielle. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, l'élection présidentielle, elle a su démontrer quelque chose. Ce que je vous avais déjà dit et je le redis. Macron, par cette élection présidentielle, vient de démontrer qu'il a gagné. Il a gagné sa guerre contre l'unité et l'indivisibilité de la France. Donc si à partir du moment où la France n'est plus unique et indivisible, parce qu'il a réussi à fractionner le pays, fractionner la population, et qu'il va alimenter par sa politique de dépeçage du pays les conflits entre des Français, la République est morte. Logique. Donc, j'ai envie de dire, si vous habitez dans les grandes villes, ou dans des quartiers périurbains, mais qui montrent déjà des signes de problèmes de sécurité, problèmes ethnico-religieux, je vous invite à quitter cet endroit le plus rapidement possible. Dans la mesure, évidemment, si vous en avez les moyens. Si vous n'en avez pas les moyens, préservez-vous des conséquences qui vont arriver dans les mois à venir. En revanche, si vous habitez dans les provinces, dans les petites villes, les petits villages, force est de constater que, au vu de la carte, Marine Le Pen a été très sollicitée dans les ruralités. Même si ce n'est pas forcément vrai partout. Force est de constater que sur la répartition des votes entre Le Pen et Macron sur la carte de France, on constate quand même qu'il y a énormément de macronistes en Bretagne. Bretagne, Pays de Loire. Mais je vais vous dire une chose, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des régions où il y a beaucoup de villages ou de petites villes qui sont en réalité des lieux de villégiature. C'est-à-dire que ce sont des gens urbains qui possèdent de l'immobilier, ou qui possèdent, ou qui sont affiliés, ou qui sont résidents fiscaux dans ces régions, mais qui en réalité sont des gens plutôt extérieurs, ce ne sont pas des natifs
de ces régions. Ce sont des migrations des grandes villes, plus particulièrement accentuées par la pandémie, qui a poussé des gens qui étaient des urbains à quitter les grandes villes pour aller travailler dans les campagnes. Parce que ce sont des gens qui ont le bénéfice de pouvoir travailler, par exemple, avec le télétravail. Donc force est de constater que sur cette fameuse carte, cette carte où on voit la répartition des votes entre Le Pen et Macron, là on voit qu'il y a beaucoup de macronistes en Pays de Loire et en Bretagne. Le reste, ça dépend, comme on vous l'avait expliqué, des zones urbaines, des zones périurbaines, des zones économiques, des zones populaires, des zones rurales, où là on retrouve une certaine cohérence dans l'élection. Force est de constater que, oui, les Français ruraux, les Français dans les petites villes, les petits villages, sont informés, ne sont pas directement impactés, pour l'instant, des conséquences, à l'inverse des grandes villes. Mais je dirais que même dans les grandes villes, il y a des gens qui vivent encore comme dans des cocons. Regardez Nantes. Nantes aujourd'hui est devenue une ville où l'insécurité est devenue un réel problème. Un réel problème qui peut-être pousseront les habitants du centre-ville intramuros de Nantes, aux prochaines élections municipales, de dégager leur maire. Ou pas. Parce que si la population est majoritairement une population bourgeoise, culturelle, subventionnée, si elle est subventionnée, elle ne va pas se couper de ses subsides. Donc elle réélira la municipalité, elle réélira le maire. Comme elle réélira peut-être le président de région, le président de département, comme ils rééliront leurs députés auprès de la Macronie. Donc forcément, l'élan solidaire qui est prôné par un certain nombre de partis politiques, bien ne fonctionne pas. Il fonctionne en effet quand vous êtes déjà dans la merde. Sauf que ceux qui sont dans la merde aujourd'hui, qui ne vivent plus que par le crochet, au crochet de la société, au crochet de la subvention, au crochet des subsides sociaux. Ben oui, mais ceux-là, va falloir qu'ils comprennent que taper sur le gouvernement, taper sur Macron, etc., le jour où il n'y aura plus ce système d'aide sociale, ou qu'il sera beaucoup plus restrictif, à votre avis, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Donc, quand je dis que la République est morte, elle est morte parce que le peuple n'est plus unique. Parce que le peuple a été divisé, fracturé. Qu'aujourd'hui, c'est bien clairement la France des villes contre la France des champs. Quand je dis les villes, comme je vous l'ai dit, c'est la France de la classe moyenne aisée qui va être instrumentalisée, qui va être utilisée pour asservir le reste de la classe moyenne, de la classe ouvrière. Le tout mené par une certaine bourgeoisie, par une certaine élite financière. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai envie de dire que de l'autre côté, ça sera les Français que Laurent Alexandre appelle les inutiles. C'est-à-dire toutes ces classes populaires, ouvrières, salariées, employés, qui, avec les années, vont se rendre compte que petit à petit, l'étau est en train de se resserrer sur eux. L'étau de l'endettement, l'étau du surendettement. Et qu'un jour ou l'autre, on leur apportera une solution, mais une solution qui aura une contrepartie. Cette solution, ça sera évidemment le revenu universel. Ce revenu universel qui, évidemment, ne sera pas de l'argent gratuit, qui aura des contraintes, qui aura des conditions. Et ces contraintes et ces conditions seront une forme d'asservissement. Eh bien, 58% des Français ont voté pour leur propre asservissement. Sauf que ça, évidemment, quand on a des idiots utiles qui ne votent que par sentiment, par hypersensibilité, par affection, par manipulation, eh bien forcément, il y a un moment donné où, tout d'un coup, ça pose un problème.
ça pose d'autant plus un problème, c'est que quand les gens commencent à réfléchir, ils se rendent compte que finalement, ça fait depuis maintenant 40 ans que leur démocratie leur a été volée, que leur démocratie les a obligés à voter pour des gens qu'ils ne voulaient pas, mais qu'on ne leur a pas donné le choix. Et qu'en plus de ça, ça fait quand même depuis maintenant 10 ans qu'on joue la carte de combattre l'extrême droite. Alors que force est de constater que si vous comparez à quelques différences près le programme de Marine Le Pen et celui de Mélenchon, on y trouve énormément de similitudes. Donc vous comprenez que tout ça c'est de la comédie. Eh bien attendez-vous à ce que les législatives soient également une comédie. Une comédie dans laquelle vous allez mettre un bulletin de vote tout en pensant que ça fera changer les choses. Alors qu'en réalité, le scénario, il est déjà écrit. Comme on s'était dit qu'il serait déjà écrit pour l'élection présidentielle, même si de temps en temps, il y a eu quelques petits soubresauts qui nous ont peut-être donné la perception, peut-être qu'il pourrait y avoir un scénario différent. Mais au final, on se rend compte que non. Le scénario 2017 était exactement écrit de la même façon qu'il l'a été pour 2022. On n'a pas fini, comme l'un d'entre vous l'a mis en commentaire, de se marrer, mais de se marrer jaune. Sur ce, j'espère que ce que je viens de vous donner vous aidera à méditer sur la question, et on revient très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, que puis-je vous dire maintenant? Portez-vous bien.